Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la question des groupes ethniques au Sénégal et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau deux invités de marque, Madame Koumé Ndeye Khady Ndiaye. Comment ça va, Madame Koumé? Bonsoir Sophia, merci pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. Et Monsieur Abdourahmane Gaïndé. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, pour la petite présentation, Madame Koumé, vous êtes chercheure, enseignante avec un intérêt particulier pour les problématiques liées à l'inclusion sociale, au genre, au développement durable et à la question de sécurité. Vous avez auparavant travaillé au Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes titulaire d'une licence en gestion, Master 1 en communication et un MBA en sciences politiques. Et vous êtes responsable du développement et des partenariats du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes là au nom de WATI. Au nom de WATI. Expliquez-nous un peu WATI, ce que ça signifie en quelques mots. Alors, WATI, West Africa Think Tank, comme vous venez de le dire, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, est un laboratoire d'idées, un groupe de réflexion sur les thématiques centrales qui intéressent la région ouest africaine. Les 15 pays de l'UEMOA, plus le Cameroun, la Mauritanie et le Tchad. Nous étudions, nous travaillons sur toutes les questions qui concernent l'économie, la politique, l'environnement, la vie en société de ces différents États-là. 18 au total qui forment la zone WATI. Et ce think tank est une association, à le format d'une association donc, africaine qui regroupe différentes nationalités, différents groupes, des personnes de différentes origines et nous travaillons en symbiose pour toutes les questions qui concernent le bien-être des populations ouest-africaines. Très bien résumé. Merci à vous. Monsieur Abdourahmane Gaïndé, donc professeur, vous êtes écrivain, enseignant et chercheur. Vous êtes diplômé d'une maîtrise et d'un DEA en histoire. Vous êtes donc historien. Vous avez effectué votre thèse de doctorat sur le royaume Peul du Foudalou de 1867 à 1936 et vous êtes sénégalais, d'origine mauritanienne, pardon. Vous vivez au Sénégal depuis 30 ans maintenant. C'est bien ça? Oui, effectivement, je revendique cette nouvelle aventure dans la construction de cette identité que je me fais. Donc je suis en même temps très fier d'avoir cette origine pas lointaine mais qui est là juste à côté et d'avoir choisi définitivement d'être là et de participer à la construction de quelque chose que j'ai trouvé en place et que c'est ça, l'aventure continue. Ah ben c'est super, vous allez nous parler un peu plus de cette aventure. Alors on va rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais vous donner quelques chiffres approximatifs pour commencer. Tout d'abord au Sénégal, les statistiques disaient il y a quelques années qu'on était 5 millions de Wolof et Lébou, 3,5 millions de Peul et tout couleur, 1,4 million de Sérères, 1,3 million de Malinké, juste pour citer certaines ethnies qu'on a. J'aimerais vous demander, Madame Koumé, lorsque l'on revient sur l'histoire du Sénégal, à votre avis, comment on peut expliquer ou justifier culturellement la division de la population sénégalaise entre ces différentes ethnies? C'est une question assez complexe, dont la réponse ne peut pas être unique. Quand on connaît l'histoire du Sénégal et même l'histoire de l'Afrique, on doit d'abord noter la colonisation qui a eu comme effet la balkanisation, comme disait Senghor, du continent en petits États ou en micro-États pour certains cas. Et on a des populations, des ethnies qui ont beaucoup migré. Déjà, l'histoire du Sénégal, d'après certains scientifiques, si je prends l'exemple des Wolofs, d'aucuns disent que c'est des personnes qui ont quitté la Nubie pour migrer en Afrique et progressivement ils se sont étendus sur une grande partie du continent jusqu'à arriver au Sénégal où la plupart se sont installés. Pour certains, c'est l'origine qu'on peut donner aux Wolofs. Les Peuls, c'est une ethnie qu'on connaît, c'est des nomades. Il n'y a pas que des Peuls au Sénégal, il y en a dans une dizaine de pays en Afrique, au Mali, en Guinée, en Gambie,
au Burkina. Il y a beaucoup de Peuls et c'est des nomades, ils ont beaucoup bougé. Et c'est des exemples qu'on peut donner. Donc je peux dire que l'une des raisons qui fait qu'au Sénégal, on connaît beaucoup d'ethnies, c'est du fait des migrations. Les Africains ont beaucoup bougé au cours des derniers siècles, pour ne pas dire des dernières décennies. Et la presqu'île du Cap-Vert, comme on appelait par exemple Dakar, vous verrez qu'il y a on rencontre beaucoup d'ethnies. Certaines ethnies sont concentrées, par exemple au sud du pays, d'autres ethnies sont à l'est du Sénégal, un peu plus rattachées au Mali. Par exemple, si on prend les Bambara ou les Soninké, ils sont plus vers la zone est du Sénégal. Donc, je pense que c'est le fruit de beaucoup de migrations, à mon avis, sans vraiment aller au fond du sujet. Le professeur Cheikh Anta Diop avait fait de grandes études sur les origines des Africains noirs et il avait beaucoup soulevé l'origine égyptienne des Noirs africains. Ben, la migration, c'est sûrement un fait central dans l'explication historique de cette division ethnique. Monsieur Ngaïndé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire? Oui, comme l'a souligné tout à l'heure Madame Koumé, je crois que c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement long à expliquer dans une émission. Mais pour aller vite, il faut qu'on rappelle quand même que notre espace était un espace, à un moment donné, il y avait de grands royaumes et de grands empires qui englobaient l'ensemble de la sous-région, depuis le Mali jusqu'à l'océan Atlantique. Et je sais que, je crois, à mon sens, la date de 1590, avec l'attaque de Tondibi, a joué un rôle extrêmement important dans la dispersion. Bon, bien avant, la migration a toujours été importante, puisque il faut se rappeler que déjà en 1512, il y a eu une grande migration de Peuls dirigée par Koli Tengela et qui a traversé l'ensemble de la région jusqu'à cette zone des Niayes avant d'aller s'installer au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Maintenant, c'est qu'il y a lieu de chercher à comprendre de manière plus sérieuse pour qu'on puisse administrer des leçons d'histoire aux générations actuelles et aux générations futures, c'est de comprendre à quel moment les terroirs se sont ethnicisés. Puisqu'il faut se dire une vérité, à partir de l'arrivée des Européens, ou bien même avant, bien avant, il y avait des royaumes spécifiques qui répondaient à des critères spécifiques. Le royaume du Fouta, la République théocratique du Fouta, c'était des Foutanké, des Halpulaar. Mais cela ne signifie pas aussi l'inexistence de poches ethniques à l'intérieur de ces territoires. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous sillonnez toute la vallée du fleuve Sénégal, vous allez retrouver des villages mixtes. Je donne un village qui me semble extrêmement important et qui est connu par pas mal de Sénégalais, Bokidjawe, qui signifie exactement en pulaar le baobab des lames, des bracelets. Mais aujourd'hui, où il y a une population alpulaar et soninké, et pourtant ce sont les soninké qui sont les maires de cette ville à l'intérieur du Fouta. Et nous avons d'autres villages extrêmement importants qui sont à l'intérieur dans le Matam, qui sont des villages Wolof, où les gens ont conservé encore leur langue, ou ont créé une langue alliant et le Wolof et le Pulaar. Donc il y a des choses extrêmement importantes qu'il faut maintenant essayer de comprendre. C'est vrai qu'il faut aller dans le fond de l'histoire, c'est elle qui va nous permettre de comprendre le cheminement. Ouais. Mais moi, de plus en plus, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on discute. Oui. C'est-à-dire le là, le maintenant. Exactement. Le là, le maintenant, le chaud, oui, sur lequel nous discutons, il a un arrière-plan historique. Mais moi, de plus en plus, il faut qu'on fasse très attention puisque tout le monde est mélangé. Bien sûr. La rencontre a été extrêmement... je ne sais pas, souvent c'est des chocs. Souvent ce ne sont pas des chocs. Je prends l'exemple que je connais le mieux, qui est la région de Kolda. Un royaume né
en 1867, au moment où une partie du Sénégal était déjà sous colonisation, pratiquement. Ben, déjà, vous parlez du là, du maintenant, ce qui se passe maintenant et du fait que tout le monde est mélangé. On va continuer sur cette lancée parce que si l'on observe le Sénégal aujourd'hui et les groupes ethniques qui y existent, il y a une particularité au Sénégal qui est justement cette harmonie entre les différents groupes ethniques, qui n'existe pas forcément dans d'autres pays d'Afrique qui ont connu beaucoup de problèmes comme les guerres civiles, les rivalités ethniques, etc. Madame Koumé, comment est-ce qu'on peut, ou quels sont les facteurs selon vous qui rendent le Sénégal particulier par rapport à ça? On a des choses par exemple comme le cousinage à plaisanterie qui existe ici. Comment ça se fait qu'on arrive à être tant en harmonie? Quels sont les facteurs? Je ne peux pas rebondir dans l'histoire pour dire où ça a commencé, mais c'est une réalité. Le cousinage à plaisanterie existe d'abord parce que la mixité est quelque chose qui est devenu une réalité dans une famille. Si je prends l'exemple de ma famille, où on verra des Sérères, on verra des Alpulaar, on verra des Wolofs. Ces liens-là qui se sont tissés entre différentes ethnies, différents groupes ethniques à travers le mariage d'abord, sont un facteur d'apaisement, de pacification des relations entre différentes ethnies, même s'il n'y avait pas eu de conflit ou de tension auparavant. Vous avez parlé d'autres pays où l'ethnicité a été un problème. On connaît le Rwanda, l'exemple du Rwanda, dans les années 90, en 94 même plus précisément, où un conflit a opposé les Hutus et les Tutsis, qui auparavant vivaient en paix et en harmonie. Mais l'un des facteurs qui fait qu'on perd cette stabilité entre ethnies ou cette relation de bon vivre ensemble entre ethnies, c'est parfois les raisons politiques ou des raisons économiques qui surviennent et qui viennent en mauvais parents pour semer des troubles. C'était le cas au Rwanda, c'était le cas au Burundi et dans d'autres pays, au Cameroun également, où on a plus de 300 groupes ethniques identifiés. Dans tous ces pays-là, là où il y a eu des problèmes, c'est parce que la politique s'est mise dedans, aussi bien pendant l'époque coloniale que de nos jours, ou des questions économiques. La gestion des ressources naturelles, par exemple, le fait d'être dans un territoire où il y a beaucoup de ressources, par exemple minières, ou gazières, ou pétrolières, ou tout ce qu'on veut. Et à partir de ces éléments-là, parfois il y a eu des tensions, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, heureusement, parce que peut-être le facteur religion, il joue un grand rôle. Nous avons deux religions fortes, l'islam et le christianisme, qui sont un facteur de cohésion sociale. On est d'abord musulman, on est d'abord chrétien, avant d'être Sérère, Peul ou Toucouleur ou Bambara, ou voilà. Et si on prend par exemple l'exemple des chrétiens, on nous dit dans les statistiques qu'il y a plus de Sérères, mais il y a aussi beaucoup de Diola, on a beaucoup de communautés qui se retrouvent. Et c'est pareil pour les musulmans. Par exemple, on verra que des Peuls, essentiellement musulmans par exemple, et les Peuls sont les grands cousins à plaisanterie des Sérères, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Non, c'est très intéressant. Vous avez parlé du facteur religieux qui peut-être, on peut penser, joue un rôle sur cet apaisement. Professeur Ngaïdé, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'aspect linguistique? On sait que 80% des Sénégalais parlent le Wolof, malgré le fait qu'il y ait plusieurs ethnies, une trentaine de langues nationales. On a cette langue qui unit tout le monde et que 80% des gens parlent. Quel impact ça a sur notre développement sociétal? Donc je disais que je souhaitais revenir sur deux éléments qui me semblent être extrêmement importants. Vous savez, moi, en tant que chercheur, j'ai peur des statistiques. Parce que les statistiques démographiques qui classent et qui comptent nos ethnies, c'est elles qui font des problèmes. Puisque tant qu'une ethnie sent qu'elle est nombreuse, elle sent que c'est elle qui doit diriger tout, puisque le nombre fait la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? Si une ethnie est plus nombreuse
que toutes les autres ethnies, est-ce que c'est elle qui doit diriger un pays, par exemple? Pourtant, démocratiquement, si on voit la démographie, parce que la démocratie marche avec une démographie, un stock électoral, donc ce qui fait que si elle est démographiquement plus importante, est-ce que légitimement, elle doit diriger un pays? Si on se base sur la démocratie, si l'ethnicité négative ne fonctionne pas et que la démocratie est ancrée dans les esprits, il n'y aura pas de réaction par rapport aux statistiques. J'évite les statistiques puisque je suis d'origine mauritanienne. Je sais que les statistiques ont constitué l'un des éléments les plus importants pour détruire l'écriture historique de ce pays. Parce que c'est une question de vie ou de mort démographiquement. Pourquoi les Rwandais et les Tutsis et les Hutus se sont tapés là-dessus? Je m'excuse du terme. Mais c'est lié au manque d'espace. Quelque part. Quelque part, c'est lié au manque d'espace. Moi, je suis contre les lectures ethnicistes de nos conflits. Ce sont des groupes, moi je les appelle groupes politiques sociaux. Je ne les défends pas comme étant des légitimités qui dépassent toutes les autres légitimités. Mais quand on regarde sérieusement, c'est lié à des faits, comme elle l'a dit tout à l'heure, économiques. Le rétrécissement de l'espace, même chez vous, si votre espace de déploiement se rétrécit chez vous, il y a conflit dans la famille. Donc il y a tous ces phénomènes. Il y a un autre élément que vous avez évoqué qui est le cousinage à plaisanterie. Il faut qu'on fasse très attention au cousinage aussi à plaisanterie. Il n'est pas spécifique au Sénégal. Tout à fait. Il est ouest-africain. Et il nous vient de la charte du Mandé. Donc il nous vient de chez les Bambara. Beaucoup de choses que nous utilisons ici inconsciemment, que ce soit les Halpulaar, les Wolofs et les autres, on utilise le fond manding. Il faut aller dans des manifestations officielles de l'État. La première musique quand vous entrez, c'est la musique mandingue. Il y a quelque chose à creuser dedans qu'il faut voir. Donc, le cousinage à plaisanterie, c'est bien, mais il faut qu'on le sorte de son ethnicité. Puisque le cousinage à plaisanterie ne fonctionne que dans l'ethnicité. Hors de l'ethnicité, ça ne marche pas. Puisqu'il faut être ethnique pour utiliser le cousinage à plaisanterie. Ouais. Il faut que je sois Wolof, et bon, Sérère ou Halpulaar pour que ce soit. Donc sortons le cousinage de plaisanterie de son ethnicité et de son caractère patronymique. Puisque c'est aussi des patronymes Diop ak Ndiaye et Kalagne. Wow. Donc comment universaliser le cousinage à plaisanterie dans notre intérieur? C'est-à-dire considérer l'autre comme étant un cousin à plaisanterie automatiquement quand je le rencontre. Moi, je fonctionne comme ça, c'est pourquoi j'envahis les gens. Puisque quand je rencontre quelqu'un, je considère que c'est mon cousin à plaisanterie et que je me permets tout, puisque c'est l'autre. Ouais. Le cousin à plaisanterie, c'est l'autre. Ce n'est rien d'autre que l'autre. Donc, c'est vous. Ce n'est pas puisque c'est un Gaïdé en Sow, un Gaïdé en Dja, mais c'est un Gaïdé en Djaï, puisque Benen Nit le. Je m'excuse souvent, je vais mélanger les langues. Vous voyez, linguistiquement, je suis influencé. Wow. Je réponds à votre question. Oui. Linguistiquement, aujourd'hui, je pense en Wolof. Et je ne pouvais pas penser, il y a 30 ans, que je pouvais un jour penser en Wolof. Il m'arrive souvent de vouloir écrire des maximes en Pulaar, mais c'est le Wolof que je trouve, puisque c'est plus rythmique. Moi, pour moi, aujourd'hui, je crois avoir dépassé le problème des langues, puisque je vais les arracher, je ne les attends plus. Ah oui, il faut aller arracher la culture de l'autre, puisqu'il ne va pas te la donner, pour que tu la montres comme des pièces. Ah non, il faut aller dedans. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut peut-être aujourd'hui encourager de plus, pour montrer aux gens que nous avons la même philosophie. Quand on s'écoute, Ndjaye, Wolof et Ndjaye Halpulaar, ils ont le même ancêtre. Ils disent tous qu'ils sont descendants d'Ndjaye Ndiaye. Et Ndjaye Ndiaye a une histoire particulière. Il est resté au fond du fleuve 3 ans. Il sort, il baragouine, ils disent qu'ils n'ont pas compris. Il a parlé Wolof, non, il a parlé Pulaar. Donc, les Wolof et les Halpulaar ont un problème d'ouïe. Ils ne s'écoutent pas, mais ils parlent la même langue et ils ont la même philosophie. Wow.
Waouh. Je dois ajouter que Ndiaye est fils d'une Alpulaar, Fatimata Sall. Bon, et fils d'une Halpulaar et d'un Naar. Ouais. Donc, où est le Wolof dedans? Où est le Halpulaar dedans? Où est le Serer dedans? Ouais. Et ce sont les Serers les premiers à l'adopter. Ouais. En tant que chef, Ndiaye Ndiaye est venu régler un problème politique extrêmement important. Et je crois, et je suis d'avis avec le professeur Yoro Fall, qui a écrit un article que je conseille, que tout le monde doit lire, un article de 6 pages, mais extrêmement dense, les Wolofs à travers leur langue, où il analyse le mythe de Ndiaye Ndiaye. Il dit que la langue Wolof est une langue politique. Je suis totalement en accord avec lui. Wow. C'est passionnant lorsqu'on suit votre développement, on se rend compte qu'en fait, plus on creuse, plus on voit que tout est lié, comme vous l'avez dit, les Sérères, les Halpulaar, etc. Et aussi on constate que les statistiques souvent nous divisent plus qu'elles nous rapprochent. Il faut y faire attention aussi. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont en train de négocier sur le marché, mais c'est les statistiques. Ils ont dit que leurs statistiques seront confidentielles. Oui, exactement. Donc il faut taire les conflits et la statistique, c'est très dangereux. Juste rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure sur les Wolofs. Il y a même quelques divergences entre les historiens. Certains disent que les Wolofs ne sont pas une ethnie, en prenant en référence l'histoire de Ndiaye Ndiaye, qui serait l'ancêtre des premiers Wolofs. Quand on fait sa généalogie, on voit qu'il n'y a rien de Wolof. Et dans son ouvrage, M. Alioune Ndiaye, Djamou Sénégal, présentait un peu l'origine des Wolofs ou Wolof en disant que c'est juste celui qui maîtrise le verbe, qui maîtrise la langue, en pensant à ce qu'il vient de dire. Donc il y a aussi quelques... C'est-à-dire que moi, quand on me dit tu es Wolof, je ne peux pas dire oui ni non. Parce que dans ma famille, on a plus de Sérères et de Halpulaar qu'autre chose, même si je porte le patronyme Ndiaye. On me dit tu es Wolof, je dis oui, je suis Wolof. Mais je suis sénégalaise aussi d'abord, multi-ethnique, parce qu'on verra d'autres ethnies, en dehors même du Sérère et du Pulaar. Et d'ailleurs, moi j'irai même plus loin lorsque l'on me demande, je dis oui sénégalaise, mais africaine tout d'abord, parce que si l'on va, on voit que aussi on est africain pour commencer, et ensuite on peut aller dans toutes ces sous-catégories. C'est passionnant de voir ça. J'aimerais qu'on touche, en tout cas qu'on effleure quand même un sujet dont on n'aime pas vraiment parler, mais qu'il faut effleurer lorsqu'on parle de groupes ethniques et de société au Sénégal. Parce que concrètement, Madame Koumé, au-delà des différences ethniques, la population sénégalaise est aussi divisée en différents groupes sociaux. Là, je fais référence un peu au système des castes qui existe dans notre pays. Pensez-vous que cette organisation-là, qui est assez particulière, a tout de même tendance à venir contrer l'harmonie qui est apparente dans notre société? Il faut d'abord comprendre l'origine de cette stratification sociale ou du système de caste, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas quelque chose de sénégalais, ça existe dans beaucoup de pays africains. C'était une stratification qui, à la base, servait à identifier des personnes à travers leur corps de métier. On distinguait les notables, on va dire les dirigeants, avec une certaine appellation. En Wolof, on dira par exemple guerre. Et après, il y avait les artisans. On distingue deux types d'artisans. Il y a les artisans de la parole et les artisans manuels. Les artisans manuels, on a les forgerons, on a les tapissiers, etc. Les artisans de la parole, on a les griots. Et cette stratification, c'était pour permettre à chaque groupe d'avoir son identité par rapport à son métier ou par rapport à son domaine d'activité. Aujourd'hui, ça a changé, ça tend à changer. C'est une question assez sensible parce que dans le temps, ou même jusqu'à présent parfois, des groupes castes différents ne pouvaient pas se marier, même s'ils étaient de la même ethnie. On verra différentes castes chez les Halpulaar, chez les Wolofs ou chez les Sérères. Je pense qu'il y a seulement chez les Diola que ça n'existe pas. Mais
Aujourd'hui, ça a tendance à beaucoup évoluer, ça a tendance à beaucoup changer parce qu'on ne peut pas catégoriser une personne par rapport à ses origines et la priver de certains privilèges, par exemple, qu'il aurait acquis par son propre travail, en ayant fait des études, en ayant gravi les échelons au plan professionnel. Je me souviens d'une chanson qu'on entendait quand on était plus jeune, Teug Daoul Mbar, diplôme bi lako tonto. C'est une chanson proche de Kiné Lam dont je me rappelle. Ça évolue, ce n'est plus trop un facteur bloquant au sein de la société. Peut-être avant, je ne peux pas m'avancer sur ce qui s'est passé dans le passé, je suis encore trop jeune pour cela, mais je sais que c'est une réalité, mais qui tend à évoluer avec les générations actuelles. Ça évolue un petit peu, mais professeur Gaïndé, en restant sur le sujet, pensez-vous quand même que c'est toujours un peu un non-dit qui existe dans notre société, ce système-là où il y a refus de mélange entre ces groupes sociaux et ces castes, sans qu'on le dise forcément à haute voix, mais que ça existe dans les familles, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des groupes? Bon, moi je suis issu d'une ethnie fortement hiérarchisée et d'ailleurs fortement stigmatisée comme étant l'une des ethnies qui discrimine le plus. Je suis d'accord. Il y a des constats qui peuvent l'affirmer. Mais je crois que beaucoup de gens qui font ces constats aussi ne sont pas du tout sérieux, puisqu'ils ne vont pas sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a des mutations qui s'opèrent et comment se fait-il qu'une ethnie qui est à l'intérieur d'un pays démocratique et une ethnie dont on magnifie la révolution de 1773 comme étant la première démocratie en Afrique, tout le monde se glorifie de cela, mais quand on prend individuellement le Halpulaar, c'est en discriminant. Il faut qu'on comprenne cette dichotomie. Comment ils sont considérés comme les démocrates en Afrique de l'Ouest, et tout d'un coup, ils deviennent racistes à l'intérieur de leur structure. Bref, moi, je travaille sur ces questions et j'ai même produit un texte en 2003 sur les stéréotypes et imaginaires sociaux dans le milieu Halpulaar, où j'essaie justement d'utiliser les proverbes. Elle a utilisé tout à l'heure un proverbe qui est intéressant, des proverbes pour comprendre comment ces proverbes ont permis de maintenir les frontières entre les différentes castes. Ce qu'elle a dit tout à l'heure est très important. Artisan de la parole, artisan du métier, c'était ça. Mais le grand problème pour nous, enfin, pour moi qui cherche sur ces trucs, comment on est passé du métier transmis en tant qu'objet, en tant qu'ingéniosité, devient sanguin. On n'apprend plus à devenir pêcheur ni teug, mais on est teug parce que c'est devenu sanguin. C'est ça qu'on doit voir. Puisque je dis souvent d'ailleurs pour blaguer, nous avons été les premiers à faire de la biométrie avant les autres. Puisque nous savons déjà reconnaître l'individu par son sang. Et tout à l'heure, elle a dit quelque chose d'extrêmement important et qui détermine peut-être quelque chose et sur lequel nous devons travailler. C'est-à-dire notre langage. C'est-à-dire c'est notre langage lui-même qui fabrique notre ethnicité, qui fabrique notre caste. Puisque par exemple, en Halpulaar, pour le vérifier, tout le monde a une liste de stéréotypes sur les Halpulaar. Quand un Halpulaar bouge, il dit « Ah, il a bougé comme un Halpulaar ». Nous aussi, on a la même chose. On a une liste de stéréotypes sur les Wolofs qui sont négatifs. Quand un Wolof fait quelque chose, il dit « Oh, Djolfo ». Donc, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué les mots qui nous déclassent et qui nous classent en même temps. Tout à fait. Donc, nous devons, je l'ai dit une fois dans un public, il faut qu'on aille dans l'éducation de base, dans nos familles même. Il faut qu'on revienne dans l'éducation de nos familles. Ouais, et on le dit d'ailleurs, on dit les mœurs, on a perdu les mœurs. Donc, c'est lié à l'éducation de base. Lingayawar, par exemple, qui dit Khekhou Ndiago du Djekh. Wow. Mais nous nous avons créé, donc Ndiago Bogis, alors que Mom du Khekh, par exemple.
C'est ça. Et Je justement... m'excuse d'utiliser le Wolof, mais si... Non, mais c'est une Vous voyez, émission mixte. non, Kheru Ndiagou, je ne savais pas. Oui. Mais c'est ce qu'on m'a appris. Donc, si je vois un Ndiagou, je l'évite. Oui. Alors que c'est ça qu'il faut casser. On évite d'avoir des problèmes avec. C'est ça qu'il faut casser. Et nos ethnies fonctionnent comme ça. Oui. Et donc, moi, je crois que les castes, elles existent encore. Il ne faut pas se tromper. L'image que je donne et qui est réelle, c'est les communicateurs traditionnels. C'est des gueules et tout le monde l'accepte. Pourquoi on n'accepte pas les autres? Les autres existences? Je crois que nous, et le débat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un débat de la population. C'est un débat des intellectuels. Les populations ne parlent pas de leur ethnicité, ne parlent pas de leur langue. Moi, je traverse la société, j'entends toutes les langues. Mais si tu prends une radio, tu ouvres un journal, ce sont nous les intellectuels, nous qui avons été à l'école, qui ramenons l'ethnicité sur la place. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez parlé des stéréotypes et vous dites que les populations d'une manière générale ne parlent pas de leur ethnicité. Ce n'est pas un sujet. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, ce n'est pas quelque chose dont elles parlent, mais ça reste ancré dans le comportement de tous les jours inconsciemment, dû aux stéréotypes. Mais moi, je suis un halpulaar, je ne peux rien faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand je vais à la télé ou à la radio, quand je parle Wolof, je reviens, les gens me disent « Oh là là, Gaïdi avec ton Wolof là ». Je dis « Vous avez compris ?» Ils me disent « Oui ». Et ils me disent « Votre accent ». J'ai dit « Si vous n'avez pas entendu là-bas l'accent, ce n'est pas Abdrahman Gaïdi qui est là-bas, c'est un autre ». Et puis en plus, je vais vous dire, moi, en utilisant toutes les autres langues, je les prends, je les mets à l'intérieur du méo de ma maman. Tout à fait. Ma langue maternelle. Parce que zirig la koy def. Waouh. Il faut que je mette un peu, que je la dilue. C'est ça qui reste. C'est ni me donne nampé non. Lolu mo nek ci soufu langue bu may wax. Exactement. Mais l'essentiel c'est de comprendre ce que je dis. Ouais. L'effort que j'ai fait pour acquérir la langue doit réveiller celui dont j'utilise la langue. Exactement. Pour qu'il utilise ma langue, qu'il la comprenne, pour qu'il y ait intercompréhension. Exactement. Madame Koumé, j'aimerais qu'on reste un petit peu encore sur les stéréotypes. Une question qui m'est venue comme ça. Lorsque l'on parle de stéréotypes liés à l'ethnie, où s'arrête justement la notion de groupe et où commence l'individu en tant que tel? Je m'explique. Lorsqu'on entend mon nom, Sophie Touba, directement, Peul, il y a certains stéréotypes qui viennent avec, il y a même une certaine apparence physique, il y a certains comportements, etc. Et lorsque la personne qui porte ce nom ne rentre pas forcément dans ce stéréotype, ce que les gens ont tendance à faire, c'est que yo de do Peul, ou bien tu n'es pas une vraie quelque chose, tu n'es pas une vraie Peul, tu n'es pas une vraie Sérère, etc. Comment est-ce que on sort de cela et comment est-ce qu'on se rend compte que la personne a une individualité qui peut ressortir plus que le groupe ethnique dont elle appartient? C'est assez complexe hein, parce que quand on parle d'individu, on entre dans la spécialisation des critères. Vous parliez des stéréotypes liés à l'individu, vous avez parlé de votre patronyme. Moi, mon patronyme, on me colle direct l'étiquette Sérère ou Wolof. Mais quand je donne mes origines, si je remonte à mes arrière-parents, j'ai plus de Halpulaar que de Sérère et de Wolof. Si on prend aussi que les Wolofs sont en moitié Halpulaar aussi. Oui. Mais par rapport à mon teint, par exemple, voilà. on ne me verra pas forcément proche des Halpulaar, en tout cas au niveau des origines. Quand on voit un Sérère de teint clair, quand on voit une personne de teint clair et qu'elle porte un nom Sérère, un Sen ou un Diouf, etc., et qu'on se rend compte que c'est un vrai Sérère qui parle Sérère et tout, on lui dit « Ah, Sérère bu xees de bariwul ». Donc, c'est des stéréotypes. C'est pas méchant. Je pense que c'est des petites réactions, des réactions qu'on a ou des clichés qu'on colle à des groupes ethniques en fonction de leur apparence. Et ça fait même partie des critères même de définition de l'ethnie. Parce qu'une ethnie, elle est caractérisée par la langue, par l'aspect physique aussi des personnes dans certains pays ou dans certaines zones, par rapport à leur culture, à leur chant, à leur
les plats culinaires. Maintenant, c'est à l'individu de pouvoir se distinguer. On est maintenant dans un monde tellement ouvert où on peut être alpulaar ou diola et parler plusieurs langues. Je connais des Sérères qui parlent mieux alpulaar que Sérère. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est à chaque personne de pouvoir s'imposer sa personnalité et se dire ou choisir d'être d'une ethnie et dire que je suis Sérère, 100% Sérère, je ne veux rien être d'autre, ou je suis sénégalaise ou malienne ou guinéenne ou gambienne et je parle beaucoup de langues africaines. Et c'est un choix personnel. Maintenant, par rapport à la relation avec les autres, c'est là où on revient au cousinage à plaisanterie qui est intéressant. Moi, je me plais à taquiner des Halpulaar quand j'en ai l'occasion, je me plais à taquiner des Sérères quand j'en ai l'occasion, parce que je suis cousin avec les deux de chaque côté. Donc, chaque individu choisit son appartenance, on va dire. C'est intéressant. Monsieur Gaïndé, vous vouliez rajouter par rapport à l'individualisme? L'individualisme, ou l'individu, comme elle l'a dit, je crois que l'émergence de l'individu, c'est elle qui va peut-être régler un certain nombre de problèmes. Mais attention, puisque dans le système des castes, par exemple, moi, dans mon constat, ceux qui sont sortis, qui ont voulu sortir de la caste, justement, Teg Daoul Mbar, diplôme bi le top. Daoul Mbar, mais Yen Saïd Daoul Mbar, puisqu'il va se marier hors de son ethnie d'origine, puisque tout simplement pour essayer d'éliminer la caste. Beaucoup d'entre eux et d'entre nous, se marient à des Toubabs ou à d'autres Africaines. Il faut le constater, il faut le dire, parce que quel est le résultat? Et généralement, ceux qui sortent de leur ethnie pour aller se marier, pour disparaître, ils tombent sur une castée. Donc, leurs enfants sont doublement castés dans la société, en réalité. Ça ne règle aucun problème. Le problème, c'est de s'affronter soi-même et de comprendre son histoire, puisque l'individu a été éduqué à l'intérieur de la famille. On lui a mis dans la tête que c'est un noble. Il va fonctionner tel quel. L'autre a été éduqué dans la famille comme étant un esclave. Il va fonctionner comme tel jusqu'à la fin, pratiquement. Parce que ça, je m'excuse de le dire, ça ne s'adénise pas, mais ça devient quelque chose, un élément constitutif de notre imaginaire, au point qu'il y a toujours résurgence. Nous sommes dans un monde ouvert, certes, mais notre monde est si ouvert au point qu'il a rendu aussi la localité extrêmement importante. Parce que beaucoup de particularismes aujourd'hui sont nés de ces modes de communication actuellement. Parce que tu vas dans Facebook, tu as une famille, la famille de tel, les descendants de tel. Les gens ont maintenant l'occasion de reproduire. Sommes-nous influencés par les Afro-Américains qui sont en train de remonter leur ADN pour retrouver leur localité d'origine ici? Donc leur généalogie, c'est biométrique, tout ça. C'est même dire que c'est des castes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de croire que la modernité efface tout. Non. La modernité, c'est de l'infrastructure. Mais nous avons subi une éducation. C'est pourquoi la tradition, ce qu'on appelle la tradition, est plus résiliente que tout. Il revient, parce que il suffit que je reste là 1 heure de temps, je vais faire un acte qui va rappeler que je suis un Halpulaar. Oui, je vais commettre un acte qui va... par exemple. C'est-à-dire, ça, moi je ne le dis pas parce que c'est dangereux, mais c'est pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes pour créer cette diversité de stéréotypes qui nous font chuter et qui font que chaque acte est mesuré en fonction de la liste des stéréotypes négatifs que nous avons par rapport à l'individu. On ne voit plus l'individu en tant que tel. Exact. Moi, Abdrahman, si les Halpulaar font du bruit, ça ne me regarde pas. Moi, je ne défends pas les Halpulaar et je ne peux pas les défendre. Je n'ai aucun intérêt à les défendre. C'est la culture elle-même qui se défend en tant que telle, en tant qu'objet qui peut fasciner les autres.
puisque moi, je suis fasciné par toutes les autres cultures. Donc, je suis obligé. Pourquoi on a mis un balafon ici? Ce n'est ni Wolof, ni Halpulaar, ni Serer. C'est africain. C'est malinqué. Oui. Il faut aller, allons-y directement. Oui. Ce sont eux les origines. L'origine est là, couchée devant nous, si on cherche l'origine. Moi, j'ai peur des origines. Qui cherche ses origines déracine son arbre. Waouh, super. Ben, écoutez, on arrive presque, on pourrait en parler pendant des heures, on arrive presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'aurais voulu avoir vos mots de la fin à tous les deux. Peut-être à travers cette pensée, comment est-ce qu'on garde cette harmonie? Parce que comme on l'a dit au début de l'émission, le Sénégal quand même a cette particularité avec cette diversité ethnique d'avoir toujours eu cette harmonie. Tout d'abord, Madame Koumé, est-ce que vous pensez qu'on est prédisposé à toujours la garder et si oui ou non, comment on fait pour la maintenir malgré les aspects économiques ou politiques qui peuvent ressortir? On est prédisposé à la garder et on peut rester sur cette voie-là si on travaille sur des éléments assez importants. M. Ngaïdé parlait tout à l'heure de la modernité qui n'efface pas tout, mais la modernité est en train d'effacer quelque chose, notre connaissance de l'histoire. Les jeunes, plus jeunes que moi ou même de ma génération, ne connaissent pas vraiment leurs origines. On ne peut pas aller très loin peut-être, ou on n'a pas forcément besoin d'aller très loin ou de faire une thèse ou, voilà, en histoire, mais il est important pour les communautés, quelles qu'elles soient, de connaître les autres communautés. Que le Serer connaisse davantage le Halpulaar. Quand on est Serer, qu'on a 10 ou 15 ans, qu'on puisse savoir que le Halpulaar, ce n'est pas seulement le voisin d'à côté. On a une histoire commune, par exemple. Qu'est-ce qui nous lie dans l'histoire? Qu'est-ce qui nous rassemble en termes de tradition, de coutumes? Connaître les langues. Les langues se perdent. On parle de langue maternelle. Mais si nos mères ne nous parlent plus leur langue maternelle, elles se perdent. Ma grand-mère était Peul. On ne parle pas Peul. Ouais. Parce que les langues se perdent. Il n'y a pas eu la transmission qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne peux pas parler Peul à ma fille, alors que c'était censé être ma langue maternelle, le Pulaar. On travaille beaucoup sur l'éveil des consciences à Wati. On fait des débats d'idées et on propose des solutions pour que les citoyens africains puissent se retrouver entre eux et vivre encore mieux en paix et dans l'harmonie. Et le facteur éducation est très important. Je pense qu'on devrait même revoir un peu les curricula de formation dans les écoles primaires ou dans les universités pour que les langues, par exemple, nationales codifiées, il y en a 22 aujourd'hui, qui sont codifiées par loi, que ces langues-là puissent être enseignées. Mais aussi que l'histoire de cette langue aussi puisse être enseignée. Qu'on sache c'est quoi un Baïnouk, quelles sont les origines des Baïnouks, quelle est la particularité des Baïnouks. Et ça forcera l'acceptation mutuelle, parce qu'on verra à travers cette connaissance-là que beaucoup d'ethnies, même si de nom elles semblent être différentes, elles se retrouvent à travers les cultures, les traditions ou même les plats qu'on prépare dans nos différentes familles. Maintenant, tout le monde prépare du sebon ou du koutia ou tout ça parce qu'on nous dit parce que ça vient de chez les Diola peut-être, mais tout le monde apprécie parce qu'on dit que c'est sain, etc. Donc, mon mot de la fin, ce serait vraiment que nos pouvoirs publics, nos universitaires, la société civile, tous les acteurs puissent travailler davantage sur cet aspect éducation. Éducation historique, éducation à la culture. Et au partage. Et après, essayer aussi d'apaiser. On a de bons régulateurs sociaux dans notre pays. La religion joue un facteur très important dans cet aspect-là. Ouais. On le voit tous les jours, les familles religieuses sont d'une grande diversité culturelle et ethnique. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez positif à mon avis. Belle conclusion, merci Madame Koumé. Monsieur Ngaïdé, comment est-ce qu'on maintient cette harmonie ethnique dans notre pays? En quelques mots. Bien, je crois que maintenir l'harmonie, c'est maintenir ça. Maintenir donc la possibilité
de discuter et d'en discuter avec beaucoup de sérénité. Et surtout que, personnellement, j'ai pris la décision, elle est irrévocable, j'ai pris la décision de ne pas mourir avec des constats bêtes. Donc, le constat est là. Nous sommes tous profondément ethniques, mais à quel moment le basculement vers l'ethnicité négative? Moi, c'est ça que je surveille. C'est une prétention, mais c'est ma prétention puisque je veux que l'harmonie se perpétue. Puisque tout simplement, j'avais quitté quelque chose qui ressemblait à ça. Et arrivé ici depuis une trentaine d'années, mon harmonie est revenue, mon harmonie interne est revenue et j'ai compris que Nit Ndiaye amna. Donc, si nous travaillons sur le Nit Ndiaye, l'individu vrai que je considère, souvent je dis que le Nit Ndiaye pour moi, c'est celui qui a un peu de Kocc Barma et beaucoup de Cheikh Ibra Fall. Puisque Kocc Barma, borom xam-xam, nga am ci touti. Cheikh Ibra Fall nee na liggéey. Si on travaille et qu'on a de la connaissance par l'éducation, je pense que tous ces éléments-là qui ont fait éclater d'autres pays peuvent ne pas faire éclater ce pays. Et ce pays ne doit pas du tout éclater et il n'éclatera jamais, je crois. Et c'est le souhait le plus absolu. Oui. Et je sais qu'il y a une transcendance sénégalaise qui est là, qui est en train de s'effriter un tout petit peu, mais elle est là. Puisqu'il y a, comme elle l'a dit, il y a des, comme on appelle en poulard, nangde, des nœuds. Oui. Il y a des nœuds qui sont là, qui permettent de réguler et de ramener les gens dans les rangs. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se faire peur par rapport à nos ethnies. Elles existent, mais maîtrisons les individus qui les négativisent. Tout à fait. Arrêtons de se faire peur par rapport aux ethnies et discutons-en. Je pense qu'on peut terminer comme ça. Je vous remercie tous les deux pour ce débat passionnant, vraiment. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées sur ITV, où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et nous vous donnons rendez-vous prochainement.